Donc bonjour et bienvenue à Quai des Bulles 2018. Ça fait un peu Tour de France, dit comme ça. Moi je m'appelle Laurent, je fais partie de l'association de Quai des Bulles. Je suis aussi auteur de bande dessinée. Je vais être secondé par Hervé Belvert. Bonjour, alors moi je suis un intervenant sur Quai des Bulles. Là c'est sinon j'ai fait toute la semaine en tant que montage avec Laurent et c'est mon année zéro. Voilà, quand on parle de montage, c'est monter, je ne sais pas si on entend bien. Ouais, c'est bon. Monter et concevoir l'expo consacrée à Conan, ou Conan, comme vous voulez. Conan, disent les Américains. Conan le Cimérien. Pourquoi déjà ce nom cimérien plutôt que le barbare? On a envie déjà, avant d'aller plus loin, je vais passer tout de suite la parole pour cette première question à Ronan Toulouat. Déjà, applaudissez Ronan Toulouat. Ronan Toulouat, qui nous vient du Mans et qui est le dessinateur de l'album Le Colosse Noir, scénarisé par son complice, son alter ego, Vincent Brujas, qui est aussi, Brujas, qui est aussi présent à Quai des Bulles ce week-end. Et donc qui est un des albums, il y en a 3 parus pour le moment. Et c'est une collection qui comportera 12 albums et qui propose à autant d'équipes d'auteurs européens, français, d'interpréter ou réinterpréter, adapter des nouvelles du créateur de Conan qui s'appelle Robert Howard. Donc là, on va parler à la fois de cet album-là, on va aussi parler de dessin, on va tâcher de vous donner la parole si vous avez des questions, on va dessiner en direct. Mais avant, on va commencer par présenter Ronan ou le laisser se présenter lui-même. Dis-nous, qui es-tu, Ronan? Eh bien donc, je suis dessinateur de BD, illustrateur. Mon métier, donc, c'est le dessin au sens le plus large. Disons qu'à 80%, je fais de la bande dessinée aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2008-2009 où... là, la bande dessinée représentait environ 40% de mon activité. Puis petit à petit, parce qu'on a eu de la chance que ça marchait dans ce marché assez compliqué, on a fini par grimper les échelons et passer de chez petit éditeur à gros éditeur, que ce soit Glénat ou Dargaud. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire à 80% donc ma pleine activité, sachant que le reste, c'est de l'illustration pour des romans, par exemple, ou pour des affiches ou des commandes personnelles. Voilà, donc ça c'est l'ensemble de mon activité. Et donc effectivement, comme disait Laurent, moi je suis au Mans, pas loin à 200 km de Paris. Voilà. Alors, tu es un peu modeste, tu dis 80% de ton métier, c'est quand même à 100% de faire du dessin et de la narration. Oui, tout à fait, c'est exactement. Ça, hein. Tu vis de ton métier. Ouais. Voilà. Il y a eu des débuts chez Achilleos, donc, tout à fait. Parce qu'on n'a pas cité le nom, je crois qu'on a dit Glénat, Dargaud. Exactement, j'allais y venir de toute manière. Donc effectivement, on a commencé en 2010 en sortant chez Achilleos notre toute première BD. Donc je dis nous parce que dès le départ, j'étais avec Vincent Brujas, qui est scénariste, donc, et avec qui on se connaît depuis le lycée. Donc tous les deux, entre 2003 et 2009, pendant nos études, on a bataillé dur pour présenter et monter des projets, aller voir les éditeurs et se prendre des grosses vestes. Mais à raison, parce que c'était pas du tout frais et mature. Jusqu'à la signature de notre premier opus, donc en 2008, et puis le temps de le faire, c'est sorti en librairie. Alors justement, entre la première veste et le projet signé, combien de temps? 5 ans. Et avec beaucoup de remises en question, beaucoup de moments où on restait un peu dans notre coin et on avait régressé, et puis d'autres moments où on est retourné voir les professionnels. Et on a eu d'autres très bons conseils qui nous ont aidés à reprogresser. On avait, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même majoritairement un métier qui est autodidacte. On a aussi, donc en suivant les conseils des professionnels, on avait aussi pas mal de bouquins. Je cite toujours L'Art de la BD de Duc, qui était édité chez Glénat d'ailleurs, et qui a été à tous les deux notre bible et notre maître à nous apprendre l'art de la narration, en fait. Parce que la BD, c'est pas un joli dessin, c'est avant tout savoir raconter une histoire en images. Donc c'est ce qu'on appelle l'art narratif. Il y a une science du langage par la case, par la mise en scène, et on n'aligne pas les cases les unes après les autres comme ça sans au petit bonheur la chance. Il y a vraiment une logique narrative où les cases ont vraiment leur nécessité dans la page. On y reviendra après, d'ailleurs je vous ferai quelques exemples avec exemples à l'appui.
Voilà, donc j'ai sorti ma première BD en 2010. Suite à ça, elle a plutôt bien marché, donc Achilleos nous a refait confiance et nous a permis de republier 4 albums dans le même univers que notre premier bouquin, Bloc 109. Donc on en a fait 4 au format franco-belge. Et puis après, on a enchaîné avec une autre série qui malheureusement n'a pas marché, qui s'appelait Chaos Team, c'était de l'anticipation de SF. Et on a rebondi en faisant un thriller médiéval qui s'appelle Le Roi des Ribauds, et là qui nous a ouvert pas mal de portes. Donc notamment le Conan en 2015, et ensuite Iradei, qui est de l'aventure moyenâgeuse chez Dargaud, donc ça c'était en 2016. Voilà. Mais on reste toujours dans ces mêmes univers de bataille, de sanglance, de brutalité. Alors ça dépend, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, ce qui est le cœur de là-dedans, c'est l'aventure. C'est l'aventure, effectivement, l'action. C'est vrai que c'est quelque chose qui amène de la dynamique et de la vie au récit, selon nous. Et puis ça fait partie aussi de notre ADN, de tout ce qu'on a vu, compulser, manger en termes de culture populaire étant ado. Donc c'est tout à fait naturel chez nous de faire ça. Ceci dit, depuis Bloc 109, de récits très sombres, on a commencé à évoluer, on a pris de la maturité, on a vieilli aussi, on a eu des familles, des enfants, donc on prend du recul sur plein de choses. Et nos récits, aujourd'hui, on essaye plus de les orienter vers une sorte de souffle plus épique, plus aventure, avec des personnages beaucoup plus travaillés, plus positifs aussi. Qu'ils soient féminins ou masculins, on essaye justement de travailler ça beaucoup plus en profondeur. Et plus l'album avance, plus on est aussi content de ce qu'on en fait. D'ailleurs, sur le Conan, c'était un des points d'orgue, c'est-à-dire que le Conan, on adaptait une nouvelle qui a été écrite dans les années 30, et là on avait 62 pages pour non seulement être dans le cadre de la nouvelle, mais également faire vivre des personnages, que ce soit le Conan pour que les gens s'y attachent, mais également le personnage féminin fort, c'est la princesse, où on devait faire évoluer son personnage plus loin que le personnage féminin un peu nunuche tel qu'il avait été écrit dans les années 30. Contexte oblige, hein. Les mentalités ont évolué, et voilà, donc c'est tout le challenge aussi de ce type de récit. Tu peux peut-être nous dire comment vous avez été contacté par Glénat, Ouais. et puis et aussi comment vous avez été choisi pour. Est-ce que vous avez choisi la nouvelle? Est-ce qu'on vous a proposé la nouvelle? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que quand on a sorti notre premier opus du Roi des Ribauds, donc le thriller médiéval en 2015, Jean-David Morvan, qui est un grand curieux et pour lequel je lui en remercie, il nous suivait depuis quelques temps, et cette collection-là était déjà dans les tuyaux. Quand il a vu sortir le Roi des Ribauds, il s'est dit là, ils sont prêts les mecs. Le Angoulême 2015, il nous a contactés tous les deux en nous demandant si ça nous plairait d'animer les aventures d'un célèbre barbare. Et nous on s'est dit oui. Sans trop réfléchir, le seul truc c'est qu'on voulait pas rentrer dans une collection type avec un gros carcan qui nous aurait pas permis de nous exprimer comme on l'aurait souhaité. Je pense que notre force à tous les deux, c'est justement cette carte blanche qu'on a eu toujours chez Achilleos, qu'on a toujours chez Dargaud, et on voulait avoir cette carte blanche d'expression chez Glénat, en restant bien sûr dans le cadre de la nouvelle de Howard. Et ils nous ont tout de suite rassurés, ils nous ont dit justement sur cette collection-là, on veut que vous ameniez votre vision d'auteur. Donc là, évidemment, ça partait très bien. Et après, ils nous ont proposé quelques nouvelles qui étaient encore libres, parce que le fait que le projet soit dans les tuyaux, il y avait pas mal de nouvelles de Howard qui étaient déjà prises. Nous, on a tout lu. Ces nouvelles qu'ils nous avaient proposées nous plaisaient pas trop, on n'y voyait pas trop, nous, d'intérêt de nous exprimer. Et puis, du coup, on est tombé sur le Colosse Noir, qui est en gros l'histoire d'une bataille désespérée. Et là, par contre, on y a vu toute la mesure du personnage de Conan tel que nous, on le voyait, tel qu'on voulait l'exprimer. Un personnage qui est capable de changer de condition, de passer de simple soldat à général, et en révélant tous ses talents de stratège, quelqu'un qui connaît son environnement, qui connaît sa géographie, quelqu'un qui peut être assez fin politique aussi, de manière assez naturelle. Voilà, et puis évidemment, il y avait le challenge de repasser sur un format franco-belge, puisqu'on faisait beaucoup de formats comics chez Achilleos, et de se mesurer à de la grosse bataille avec des foules, des armées et tout. Moi, ce qui me faisait beaucoup peur jusqu'ici, et je me suis dit, là, c'est le moment d'y aller, quoi. Pardon, comme beaucoup de monde vient de nous rejoindre là, je permets juste de faire un petit résumé des 5 premières minutes. Si vous avez raté le début du film, c'est comme dans Téléstar. Donc on a là Ronan Touloat, qui est le dessinateur de Conan le Cimérien, l'album Le Colosse Noir.
Il nous a en gros raconté son parcours, comment après des études d'ingénieur, tu m'as dit, en mécanique des fluides. Oui, en conception mécanique, ouais, et puis Voilà. en mécanique des fluides. Hein. Des études assez éloignées Des dessins, oui. du souffle épique de Cimmérie et des batailles au glaive. Quoique, c'est vrai, je ne vois pas tout à fait le lien, mais je te fais confiance. Il y a un fluide. Il y a un fluide, il y a une passion qui vous tient chevillé au corps et qui vous fait lever le matin et vous prendre des vestes et des anoraks jusqu'à faire une grosse couche de vêtements sur vous pour qu'un jour vous arriviez enfin à publier des albums. Exactement. C'est un peu ça qu'il nous a dit, je le fais en résumé, il est encore plus bavard que moi, ce qui est déjà Oui, balèze. je suis désolé. Non, je rigole. Et en gros, on évoquait, on a fait un rapide grand tour entre Bloc 109, qui était quoi, de l'Uchronie, c'est-à-dire des récits historiques où on fait une hypothèse. Par exemple, Hitler a gagné la guerre, etc. Bon, c'est ce genre de récits totalement hypothétiques où on s'amuse. Il y a eu Le Roi des Ribauds, Ira Dei, où le tome 3 est terminé. Tome 2, d'accord. Et puis là, on est principalement sur Conan. Est-ce que vous avez vu l'exposition qui est consacrée à Conan? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez été voir l'exposition? Les classes, tout ça. J'aimerais savoir si vous avez vu l'exposition. Non, pas beaucoup. Donc je vous invite, l'intérêt c'est qu'on va faire dessiner Ronan. Il y aura un retour entre l'écran, la table, sa feuille de dessin. Et puis on va parler de dessin. C'est là ce qui nous intéresse plus que vraiment faire un exposé sur Conan. On va le faire demain à la même heure avec un autre auteur de la collection. Là c'est vraiment le côté dessin qui nous intéresse. Et pourquoi pas vous demander un sujet de dessin qu'on va pouvoir proposer à Ronan. Là, ce qui, moi, m'intéresserait peut-être maintenant, c'est que tu nous expliques c'est quoi une journée type de dessinateur. Tu te lèves, Rice Krispies, comment ça se passe? Je me lève comme tous les matins à 7h. Le fait que j'ai des enfants en bas âge fait qu'on n'a pas le choix. Et en fait, moi, je commence... Alors, je ne travaille pas chez moi. Hein. J'ai un atelier que je partage avec un autre auteur de bande dessinée qui s'appelle Julien Carrette. Il se trouve que moi j'arrive à 9h, donc 9h moi j'allume toutes les machines, petit café, tout ça, et je commence ma journée par ce que j'appelle un échauffement. Comme n'importe quel musicien qui fait ses gammes, en dessin c'est pareil, on s'échauffe, on fait toujours nos gammes. Ça va prendre cette forme-là. Alors, est-ce qu'on peut faire le retour Le retour caméra sur écran, voilà. Alors, si vous êtes sur Facebook, je vous invite à aller voir la page de Ronan. Moi, j'y vais, peut-être pas tous les jours, mais j'y vais quand même assez régulièrement depuis longtemps. Faire cette expo Conan, c'était un peu un prétexte aussi pour moi pour rentrer en contact avec des auteurs comme lui. Et tous les jours, donc ce qu'on appelle un échauffement ou warm-up dans notre... Voilà, alors ça va être des choses anatomiques comme ceci. Alors, attends, je vais le reprendre. Évidemment, hein, ça fait rire. Hein. Mais ça peut être aussi de la recherche animalière. Le but, c'est de trouver de l'expression graphique. Attends. Je tiens le micro. En essayant des techniques assez diverses. Voilà. Là, il y a du fusain, il y a de l'encre de Chine, il y a de l'aquarelle. Attends, je vais essayer de dégager un petit peu. J'ai pas assez de recul. Voilà. C'est bon, ça peut le faire. Ah, tu peux dézoomer, ouais. C'est pas grave. Je me rapproche un petit peu. Tiens, tu vois, pour le cœur. Ouais. J'ai une question, alors je sais pas si ça marche. On a une question. Ouais, du coup je voulais savoir, dans tes entraînements du matin, est-ce que tu essayes de maîtriser une technique en particulier ou c'est vraiment juste du plaisir, du fun Alors avant tout, c'est un moment de une demi-heure, 3/4 d'heure où c'est du pur fun, c'est de la pure liberté. Et en effet, derrière, souvent, c'est dire, tiens, je vais tester quelque chose. Donc, une technique diverse que je n'utilise pas habituellement. Donc, ça va être du lavis, ça va être de l'encre de Chine, ça va être de l'aquarelle qu'on a pu voir, ça va être plein de trucs comme ça, mixés, mélangés. Voilà. J'ai pas de règles, j'ai pas de trucs. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est une liberté totale de dessin. C'est refaire ses gammes et voilà. C'est par exemple, là, on a des techniques mixtes de gouache, d'aquarelle, d'encre de Chine. Voilà. Donc je m'astreins par contre toujours à être, oui, donc on va peut-être échanger, c'est bon, toujours à être dans ce cadre de 30 minutes, voilà, pour pas non plus déborder, parce que sinon si on commence à partir là c'est toute la journée. Donc ça c'est ma première étape. C'est des étirements, enfin, c'est ce qu'un sportif va faire, c'est l'équivalent en fait, c'est essayer de se sortir du... Exactement, et surtout ce moment de liberté totale libère complètement le dessin.
pour moi, ça a vraiment été un moment où j'ai vu mon dessin évoluer. Depuis que j'ai commencé cette pratique en 2012, et depuis, j'ai vraiment vu mon dessin se travailler. C'est-à-dire qu'à force de faire ça, le dessin devient plus facile. C'est-à-dire que quand moi je travaille sur les pages, j'ai beaucoup moins de blocage devant des questions anatomiques, devant des questions de placement, de mise en scène, des choses comme ça. Il y a plein de choses que je libère avec ce dessin justement totalement libre, qui est vraiment fondamental. Et je le recommande d'ailleurs beaucoup à des collègues dessinateurs parce que à mon sens, ça apporte beaucoup de bénéfices au dessin de manière globale. Et une fois que je suis chaud, donc une fois que je suis prêt, que j'ai fait cet exercice-là, je m'attaque aux tâches du jour. Donc ça dépend, c'est-à-dire qu'une BD, ça se fait sur le très long terme. Hein. C'est entre 7 et 8 mois de travail pour moi, ça peut varier pour d'autres collègues. Et que je chapitre en plusieurs gros blocs. Quand je reçois le scénario de mon collègue, je vais me bloquer 1 mois et demi de travail sur le storyboard. Donc le storyboard, c'est quoi? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est le dessin des planches fait de manière assez rapide. Généralement, ça commence par... je ne sais pas si vous allez bien voir parce que les plages sont en définition assez basse, mais ça commence par un dessin très 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 rapide, très esquissé, que je suis le seul à comprendre. Et en fait, sur une semaine et demie, je pose tout le découpage global de l'album de manière très rapide et je pose toutes mes idées qui me viennent à la lecture du scénario. Je te coupe. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le découpage? Moi, je sais. Voilà, on va y venir. Le découpage, donc, c'est le découpage de chaque page en cases et en suivant une logique narrative. Là, on va prendre un exemple. Il y a plusieurs manières d'introduire une scène. Soit on part du plus gros plan au plan le plus large, c'est-à-dire qu'on part d'un détail et petit à petit, on va élargir le cadre sur les personnages, en présenter d'autres, jusqu'à présenter en fin de planche, comme on peut voir ici, la totalité de nos protagonistes, ce que vous voyez qu'il y a de fait une progression logique. Et de la même manière ici, on est sur une grande double page où on resitue nos personnages dans un grand paysage et sur les cases ensuite, on revient recentrer sur eux qui sont en train de discuter. Et ça, c'est des logiques on peut voir un peu partout. Bon, après, on joue avec ces codes évidemment, mais par exemple là, c'est un bel exemple de cette scène-là aussi. J'introduis donc à l'inverse sur un grand paysage, donc sur la Seine, en l'occurrence une flotte de bateaux. Il y a des dialogues qui sont introduits et dès la case suivante, je sais que la scène se passe dans un des bateaux, donc il me suffit de placer l'action, de zoomer à l'intérieur d'un des bateaux où nos protagonistes sont en train de parler, sur un plan encore assez large pour les placer dans une pièce, donc que le lecteur sache qu'ils sont dans une pièce, pour enfin commencer à zoomer sur chacun des personnages et faire varier entre des plans plus ou moins larges pour donner un peu de dynamique. Donc ça permet de faire toujours une progression logique, ça permet d'accompagner, d'emmener le lecteur avec soi et l'accompagner au sein de la scène, et de fait que ça amène une lecture beaucoup plus fluide et logique. Voilà. Donc ça c'est le b.a.-ba du découpage donc, et c'est toute cette logique-là qu'on essaye de mettre en place sur cette première étape. Et après, il y a la logique de la mise en scène. Donc, comment placer les personnages dans la case, comment les placer dans l'espace, évidemment, parce que quand ils sont dans une pièce, on essaie de les représenter. Il faut qu'il y ait une logique aussi à ça. Et à ça, on a quelques règles de base. On a la règle des diagonales. En fait, il faut toujours placer plutôt la règle des tiers. On place toujours nos personnages sur un tiers de l'image. Là, par exemple, vous avez le premier protagoniste qui parle, il est sur un premier tiers de l'image, et le couple est sur l'autre tiers de l'image. Et on dispose nos bulles en fonction. Ce qui permet d'avoir des cases plutôt bien composées. Il y a une chose, moi, parce que je suis dessinateur comme toi. Moi, c'est les lignes invisibles, celles que vous ne voyez pas. C'est-à-dire quand vous regardez un film, la caméra bouge. C'est-à-dire elle est sur son axe et elle va tourner sur elle-même, ce qui permet de voir le paysage défiler de la droite vers la gauche, tandis que le cavalier, lui, reste au milieu. Vous voyez, la Clint Eastwood, le générique du Bon la Brute, c'est un peu ça. Et en fait, il y a toutes sortes de lignes invisibles qui fait que nous, on trouve des moyens pour que vous passiez d'une case à l'autre et que vous ne preniez pas le mauvais chemin. Avec une caméra, on dirige votre regard, mais pas en bande dessinée. Quand vous tournez une page, vous ne voyez pas une page, mais deux. Dans chaque page, vous voyez plusieurs cases. Et là, ce que je vois là, moi, c'est qu'on part ici de la bulle, enfin peut-être même de la première, en toute logique, puisqu'on lit de gauche à droite. On lit en Z, en fait. Vous voyez, on part en haut à gauche, on va à droite. On opère une diagonale pour aller à la suivante, et ainsi de suite, comme avec un texte écrit. Donc quand on sait ça, on en tient compte quand on va concevoir nos pages. Donc là, on va aller de la première bulle ici, la réponse ici, enfin la deuxième réplique. Mais il y a aussi cette ligne-là.
On la voit parce qu'il y a la construction, il y a des points de fuite, une perspective, donc on va suivre cette ligne-là qui nous amène à ces personnages-là, qui parlent et désignent quelque chose. Le regard va aller là et on va descendre là. Donc des fois, on trouve des stratagèmes pour vous diriger votre regard là où vous voulez. Exactement. Si on fait bien notre boulot, vous ne vous posez pas de questions et vous ne vous dites pas, comme certains endroits on voyait, même chez les grands comme Giro, Blueberry, il y avait des flèches pour dire qu'il faut aller à cette case ici Exactement. ou là. Et donc moi je vois aussi ces lignes invisibles-là qui fonctionnent pour le dessin et qui fonctionnent pour le texte. L'endroit où on va placer les bulles Exactement. doivent aussi former un chemin cohérent. Mais alors, Exactement. toute cette connexion, tous ces fils invisibles sont faits par qui? Par le scénariste ou le dessinateur? Alors, nous, dans notre manière de fonctionner avec Vincent, là, ça, c'est moi qui le fais. Sachant que dans son découpage, Vincent m'a suggéré des choses, mais moi, quand je pose le dessin, c'est là où moi je vois ce qui va fonctionner ou pas. Donc là, c'est moi qui prends en compte tout ça, cette logique de narration, ce fil conducteur, exactement, comme l'a très bien dit Laurent. Et ensuite, le storyboard a ça de merveilleux qu'il est l'outil de travail de tous les deux, hein, du couple. Et quand cette partie-là est terminée, on fait des grosses revues de correction avec le scénariste où on essaye de prendre du recul. Alors, Vincent a le recul sur moi, parce que moi je viens de travailler dessus, donc je vois, il y a des choses que je ne vois plus. Et il va me dire, tiens, là par contre, c'est pas lisible, là on pourrait changer ça, là ça pourrait être mieux. Lui-même va oublier son découpage, va oublier ce qu'il a écrit, en gardant évidemment ses dialogues, mais il va essayer de voir si c'est le plus lisible possible. Et généralement, on aboutit toujours à une première itération de correction. On va faire lire ensuite à l'éditeur qui va nous apporter un autre regard, souvent de lecteur pur aussi, et qui va nous apporter d'autres éclaircissements. Est-ce que ce qu'on a fait est suffisamment lisible ou pas? Voilà. Donc ça, c'est une grosse étape qui va durer un mois et demi à peu près, et qui va me permettre de... Ouais, là-dessus, moi j'aime bien faire l'album complet. Ça permet de voir un peu tout, d'avoir l'ensemble du bouquin et de corriger pas mal d'erreurs, d'anticiper certaines choses, de mettre des objets qui vont être nécessaires à une scène beaucoup plus loin, voilà, de penser tout l'album d'une traite. Mais c'est quand même aussi, lorsque tu reparles à l'éditeur ou lorsque tu reparles à ton scénariste, c'est aussi remettre en soi son ego. Puisque Mais pour moi, en bande dessinée, en tout cas sur cette étape-là, l'ego ne doit pas exister. Hein, on fait une BD à deux. On fait une BD qui doit être, on fait une histoire qui doit être lue par le plus grand nombre possible. On raconte quelque chose, donc il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on est censé être des professionnels, on fait tous des erreurs, on est tous conscients qu'on fait des erreurs, aussi bien l'un que l'autre. Le but, c'est justement de reconnaître quand on a fait une connerie, parce qu'on en fait toujours, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important, justement, quand on se connaît bien, de ne pas avoir ces questions d'ego-là. Il se trouve que nous, ça fonctionne depuis longtemps comme ça, donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc ça c'est cette grosse étape. Une fois qu'elle est terminée, bien je passe à l'étape de l'ancrage. Alors là, il faut savoir que sur un mois et demi, c'est l'étape la plus importante. C'est là où on règle tout, c'est là où on pose tout, et c'est pour ça que j'y accorde une énorme importance. Et justement, c'est un peu frustrant parce que si une BD vous semble très facile à lire, c'est justement qu'on aura bien fait notre travail. Et c'est quelque chose que vous ne verrez pas. C'est ce qu'on appelle l'art invisible, justement. L'art narratif, c'est l'art invisible. Et voilà, donc une fois que tout ça c'est réglé, moi je passe à l'étape beaucoup plus technique de l'ancrage, dont on va vous montrer un petit exemple tout à l'heure quand je ferai un dessin en direct. Et l'ancrage, il s'agit de dessiner les pages, traditionnellement à l'encre de Chine. Ça remonte aux premiers imprimés dans les journaux où il n'y avait que cette encre bon marché qui existait. Mais c'est aussi parce que l'ancrage permet de rendre le trait le plus visible possible avec le détourage. Après, il est venu plusieurs écoles d'ancrage où on est venu ajouter des volumes, des masses de noir pour accentuer encore plus la densité et la mise en scène d'un dessin. C'est-à-dire qu'un ancrage va permettre de renforcer la narration d'une planche en orientant le regard du lecteur. C'est le cas avec des éléments des éléments très noirs, par exemple en avant-plan, qui vont permettre d'amener le regard là où on veut. Voilà, on utilise les lignes du bord de la table en case 4 ici voilà. Pour orienter par les lignes de fuite. Ça permet soit d'utiliser comme des encadrements au théâtre quelque part ou le cadre autour d'une photo. Voilà. C'est autant on voit ce visage là au premier plan là ici. Tout ça, c'est des éléments qui permettent soit d'indiquer le regard vers cet endroit-là ou justement à l'inverse de mettre en avant celui qui est en lumière. Voilà. Ça permet d'amener des contrastes très forts qui rendent la lisibilité tout de suite évidente. Donc il y a là aussi, même si c'est plus technique, il y a aussi un renforcement de notre narration. Mais si le storyboard a été bien fait, généralement, ça va tout seul. Donc ça, c'est une étape qui va me prendre 5 mois à peu près. Hein.
j'y apporte une attention particulière parce que, surtout sur un format de ce type-là, où il y a quand même pas mal de détails, là, une grosse scène de bataille, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de détails et pas mal de choses à mettre en avant. C'est aussi très dur à gérer parce que justement, il faut que tout soit plutôt équilibré. Là, on peut retrouver d'ailleurs sur cette case-là, ce que je disais tout à l'heure, avec un avant-plan très sombre qui encadre là où je veux que l'œil du lecteur aille. En l'occurrence, la charge de cavalerie et ce cavalier précisément. Ce qui me permet de faire le lien avec la case d'après, où on est en plein dans la charge avec les cavaliers musulmans. Voilà. Et enfin, une fois que cette étape est terminée, on envoie les planches en scan. Alors ça dépend, soit de plus en plus les auteurs scannent leurs planches, mais il existe encore chez pas mal d'éditeurs des services de scannage de planches. Moi, j'utilise ce service de l'éditeur, donc je lui envoie mes planches, il les scanne, il me les retourne scannées sur l'ordinateur. Et là, moi, j'attaque un gros mois et demi de couleurs sur l'album, où je fais tout seul informatiquement, par contre. Voilà. Et donc là, j'enchaîne toutes les pages, je mets les ambiances, je pose les ambiances couleurs et j'amène cette dernière touche à la narration où je vais prendre quelques exemples où généralement je joue toujours justement avec ces histoires de lumière. C'est-à-dire que je vais éteindre un avant-plan pour allumer là où les personnages sont censés être. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple bien visible ? C'est le rôle d'un chef opérateur au cinéma, Exactement, quelque part. voilà, C'est très donner une teinte J'ai de couleur, mais aussi un éclairage, un spot. Voilà. Là, on le voit bien, avec sur cette dernière case en bas, les personnages sont dans l'ombre, ils viennent de quitter la tente qui est au loin, qui est dans la lumière. Donc là, on a une vraie progression logique. Donc exactement, c'est le travail du cinéaste. Alors donc c'est entre cette ombre et cette lumière, la façon dont tu le fais, même dans ta façon de dessiner, on est quand même loin d'un Tintin ou d'un Astérix. C'est quoi tes maîtres Ah, il y en a beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus près du comics finalement même. Oui, alors il faut savoir que... Pour ceux qui ne savent pas, comics, on parle donc de bande dessinée américaine et ce n'est pas forcément que des super-héros. Tout à fait. Il y a beaucoup d'écoles. Effectivement, la ligne claire est traditionnellement franco-belge, mais pas que, parce qu'on la retrouve au Japon avec Tezuka. On la retrouve aussi aux États-Unis avec, le nom m'échappe. Neil Close. Par exemple, tout à fait. Et après, il y a ces écoles d'ancrage beaucoup plus noires, beaucoup plus travaillées, qu'on va retrouver, qui viennent principalement de tas de dessinateurs post-Seconde Guerre mondiale qui ont bossé beaucoup pour les indépendants, notamment les Tales from the Crypt, donc des comics d'horreur. Ils amenaient un nouvel ancrage, ils amenaient une nouvelle vague de laquelle s'est inspiré beaucoup des auteurs traditionnels franco-belges comme JG, comme Franquin, et leurs descendants, Giraud, Möbius, Blueberry. Tout à fait. Comme quoi les cousinages, c'est un peu comme le rock'n'roll. Moi, je fais du super-héros. Les gens me disent souvent, mais tu fais du French comics. Et je me dis, est-ce qu'on disait à Bashung qu'il faisait du French rock'n'roll ? Il faisait du rock. Il y a des Anglais, les Beatles, les Metallica, il doit y avoir CDC, Scorpion, ils sont allemands, etc. Les Australiens, bref, on peut... c'est clair. Donc c'est ça aussi qui est chouette, des artistes, souvent c'est comme si quand on pratique un art, c'est comme se trouver une nouvelle nationalité et aussi des nouveaux compatriotes. On se trouve des écoles, des filiations, et on est aussi des générations qui avons grandi avec le manga, les dessins animés, comme vous, mais aussi avec les comics américains. Et pour ça, tout ça est assez naturel. Comme toi, je fais aussi des rencontres assez souvent et je cite un ancien président français, celui qui donnait des coups d'épaule nerveusement, qui disait que, enfin, à partir du moment où on est en France, on accepte que nos ancêtres étaient gaulois. Alors moi, je ne sais pas vraiment si mes ancêtres étaient gaulois concrètement, mais en BD, oui, il y avait des Gaulois, c'est Astérix. Et une autre partie de mes ancêtres venait de Krypton, c'est Superman. Parce qu'il y a le franco-belge, il y a le comics, il y a d'autres choses. Comme j'ai un père et une mère, et j'ai pas forcément envie de choisir. Et c'est ça qui est chouette en BD, c'est qu'aujourd'hui, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, on a besoin de classer des choses pour les retrouver en librairie. Et puis, globalement, c'est assez pratique, c'est rassurant. Puis, ça aide même nous. Enfin, moi, j'utilise ça aussi, franco-belge comics. Mais ce qui est aussi rassurant, c'est de savoir qu'il y a beaucoup plus de points communs entre un très grand auteur français, Tardy, dessinateur, qu'avec Milton Caniff ou des auteurs comme ça, où je trouve beaucoup de parrainage. Carrément. Et c'est ça qui est assez chouette. Voilà. Moi, effectivement, quand j'ai grandi avec la BD franco-belge, donc les Lucky Luke, Johan et Pierre-Louis, Tel Schtroumpf et compagnie, donc ça, les Bugdani surtout, parce que j'étais un gros fan d'avion adolescent. Disons que ça a été ma première école. Ensuite, quand j'ai découvert le comics, et là j'ai découvert effectivement toute une génération de dessinateurs allant
du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec justement des Milton Caniff, avec des Noel Sickles, avec Alex des Stott et compagnie, Frazetta, tout Alex ça. Stott, Frazetta et compagnie. Et là, avec des ancrages encore différents, donc ça m'a fait une nouvelle claque. Puis après, dans le même temps, je m'étais mis sur le manga, et que ce soit Akira ou Berserk ou même Bakuman, ou Urasawa aussi avec 20th Century Boy. Là, j'ai découvert plus une narration, mais également un autre type de graphisme, un autre type de dessin plus fin, puis plus codé aussi, et qui était vachement intéressant et qui m'a beaucoup imprégné aussi. Donc on est des générations, surtout encore plus aujourd'hui, avec cette accessibilité totale à des genres, des grands genres de bande dessinée. On a baigné là-dedans, on a grandi là-dedans, c'est complètement, ça fait partie de notre ADN et ça ressort forcément dans ce qu'on fait. Je trouve que c'est ce qu'on voit aussi au cinéma. Il y a plein de gens, on a Ouais. grandi autant avec du western, du Ouais. cowboy, du film de genre fantastique, et tout ça est assez naturel. Ouais. Vous, en musique, j'ai une fille qui est à peu près votre âge, ceux qui sont ici, et je vois à quel point elle écoute très naturellement tout type de musique, et comme quoi vous avez accès à des choses où nous, il fallait beaucoup plus batailler, chercher, parce que, je parle pour moi qui suis un peu plus âgé que toi, il n'y avait pas Internet. Non. Donc il y avait un côté chasse au trésor, trouver des pépites, et en même temps, quand il y a eu cette ouverture de l'information, c'était des moments fabuleux. Ouais. Et pour vous, c'est assez naturel. Pour nous, voire nos aînés, ça ne l'est pas encore. Et c'est une période qui est assez excitante pour ça. En plus, la planète s'est réduite grâce à Facebook. On peut communiquer avec des gens qui sont des idoles ou des gens qu'on admire depuis longtemps. Et c'est assez chouette. Le temps passe, je pense qu'on va peut-être passer assez rapidement au dessin. Carrément. Je voulais peut-être attirer l'attention, comme on a parlé de fil graphique, est-ce que vous en voyez un sur la page de gauche ? Dans les 3 derniers dessins, les 3 dernières bandes, il me semble que tu as choisi d'aligner les 3 personnages sur une espèce de ligne ici. Je ne sais pas si c'est volontaire ou... Alors, non, mais en fait, si, c'est plus ou moins volontaire. C'est-à-dire Ça devient que pour moi, instinctif. ça devient normal. En fait. Ça devient instinctif. Il y a des choses, d'ailleurs, à force de pratiquer, où on s'en rend même plus compte. Les choses se placent assez naturellement quand on fait le dessin. Donc, c'est là aussi où, à un moment, tous ces codes sont ingérés et on les ressort assez naturellement quand on... Mais il faut aussi faire attention parce que c'est là où on peut commencer à faire des conneries. Et c'est là où le regard des autres est toujours intéressant. Ou c'est là où on peut faire aussi ronronner et faire un peu toujours la même chose. Tout à fait, Ouais. exactement. Avant de peut-être passer au dessin, est-ce que vous avez des questions ? Là, jusque-là, ou est-ce que vous voulez tout de suite qu'on passe au côté, on va le mettre au défi de... Ah oui, une question. Oui ? Pourquoi vous avez choisi ce style de rouge ? C'est C'est très rouge, votre BD. Cette teinte rouge. Alors là c'est vachement c'est pas rouge comme ça en fait, c'est que l'écran est très rouge. C'est le rendu de l'écran. Ouais. En vrai, on est beaucoup plus sur des teintes orangées soleil parce que ça se passe en Sicile et je voulais que le côté chaleureux ressorte dans ce sens-là. Mais c'est pas rouge comme ça. Par contre, du rouge, j'en utilise bien sur notamment on peut le retrouver d'ailleurs sur le Conan, mais ici dans la scène de bataille. Souvent, on dit que la couleur, c'est comme la musique du film. C'est-à-dire... Là, c'est carrément choisi, parce que pour moi, le rouge apporte ce côté rage, fureur, qui va bien avec la bataille. Un sur deux. Et la couleur, pour moi, elle a plusieurs fonctions. C'est de dire, en gros, le ciel est bleu, l'arbre est vert, on le sait déjà. Donc on peut aussi la détourner pour dire autre chose. Quand c'est des scènes de guerre et que tu mets du rouge et du noir, évidemment, Exactement. c'est la violence, c'est le fracas des instruments. On entend du Wagner. Tu bosses en musique ? Ouais, beaucoup, Voilà. beaucoup, énormément. Donc très peu de Chantal Goya, tu m'as dit, c'est Ah plutôt... ouais, c'est un peu moins le délire. Ouais. Beaucoup de, justement, de manière plus sérieuse, beaucoup de classiques. Effectivement, ça peut être du Wagner, ça dépend des scènes de bataille. Ça peut être, je vais écouter beaucoup de BO de films, que ce soit des films classiques. Par exemple, c'était Newman, Alfred Newman, qui avait fait, ou Miklos Roska qui a fait les BO de Bénur, magnifique. Mais aussi du Hans Zimmer ou des choses comme ça qui sont qui ont moi bercé plus mon adolescence sur pas mal de films que j'ai vus. Mais après ça peut être beaucoup de métal aussi sur certaines scènes. Moi je suis un gros fan de Metallica, donc forcément. Pardon, excuse-moi. Dans cet exemple-là, on voit à quel point le rôle de la couleur est de montrer l'irruption soudaine, rapide et très forte de la violence. Là, c'est amener la dramatisation en fait. On amène la dramatisation avec le rouge, alors qu'on est dans une scène de nuit qui est à dominante bleutée. Alors, c'est vrai
bizarrement, moi, c'est l'absence de musique. Quand on met des couleurs réalistes, c'est comme si c'est une scène de film où il n'y a pas de musique. Exactement. Et quand je vois quelque chose qui dépasse, qui est surréel, je ne sais pas quel mot on pourrait mettre, qui est au-delà de la réalité ou expressionniste, on dirait quand on exagère les choses, d'un seul coup, c'est comme, vous entendez le coup de gong ou de cymbale, c'est votre musique à vous, quelque part. On ne l'impose pas comme au cinéma. Et c'est là où, quand beaucoup de journalistes disent à Riyad Satouf ou des gens comme ça, disent c'est génial, maintenant que vous êtes au top des ventes, vous passez au cinéma. Comme si le top de la BD, c'était un peu comme le top de l'école primaire, le CM2, et qu'on passe en 6e, tout en bas du collège. C'est amener l'idée que quelque part, la bande dessinée est le cinéma du pauvre. Or, quand on fait de la BD, on se rend compte qu'il y a tellement de choses que produit la BD que ne produira jamais le cinéma. Il suffit de voir le nombre d'adaptations ratées, alors que ça coûte 1 million de fois plus cher à produire. Faire courir un chat après une souris ou exploser Tokyo avec une bombe nucléaire sera toujours le même budget, de l'encre sur du papier. La différence entre Otomo et un mauvais, ce sera l'imagination, le talent, l'expérience, l'inspiration. Et c'est là où cette BD qui a l'air de rien, je ne sais pas si ça vous parle ou si on vous a traîné de force, mais prenez de temps à regarder avec ce que vous explique Ronan. Je vous promets qu'il y a des moments de gloire où vous direz « ce livre a été fait pour moi ». Comme un roman qui pourra vous toucher, vous bouleverser, vous accompagner, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vrai que la plupart du temps, et je l'avais fait au début, je le faisais quand on avait commencé, parce qu'on est aussi une génération qui a été énormément bercée par le cinéma, notamment le cinéma de genre dans les années 90-2000, et par le jeu vidéo aussi. Et au début, on avait tendance effectivement à souvent ramener au cinéma. Mais plus je fais de la bande dessinée, plus je me rends compte que c'est une erreur, parce que la bande dessinée est un genre à part entière. C'est pas effectivement le cinéma du pauvre. La BD a son langage, a son expression, et avec ça, on y amène un nouveau langage, une nouvelle grammaire qui est complètement différente du cinéma. On n'a pas de musique, effectivement, on n'a pas de fond sonore, et justement, on essaie d'amener quelque chose d'autre en utilisant la couleur, en utilisant la mise en page, en utilisant la mise en scène et la narration. Et c'est en ça que c'est passionnant, et en effet, je pense que moi, j'ai eu des moments de gloire, enfin des trucs assez fous, ressenti des trucs assez fous à la lecture de mangas, de comics et de bandes dessinées, parce que d'un coup, il y a une magie qui s'opère qu'on trouve nulle part ailleurs. Avant que tu passes au dessin, alors justement, quel est-il le livre qui a été fait pour toi? Et même question d'ailleurs pour Laurent. Il y en a plein. Alors, il y en a plein. Moi, je dois reconnaître que Akira en manga a été une vraie claque. Mais pour beaucoup, c'est le cas pour beaucoup chez les dessinateurs. Donc, pour éviter de rentrer dans le cliché, moi, j'ai un de mes gros auteurs de manga qui m'a toujours énormément ému, c'est Urasawa. Et son manga Pluto, moi, m'avait fait beaucoup de choses. Voilà, donc si pour en citer qu'un, mais après je pourrais. Et toi, Laurent? J'ai envie de rester centré sur Ronan, pas se disperser, mais moi, Akira, allez, je te rejoins. Comme ça, je dis quelque chose aussi. Ça a été important pour moi. Je pense que ça a marqué toute une génération, ça. Alors, on va dessiner. Combien de temps il nous reste? Pat Le Guen, j'ai envie de dire, comme on disait à ma génération. On a le temps? C'est bon. Alors, tu vas faire une bataille avec 12 000 soldats, dont des gens avec des portefeuilles jaunes. D'accord. Voilà. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de poussière, donc on va cacher tout ça dans la poussière. C'est très malin. Une bagarre d'ours polaire dans une tempête de neige? Est-ce qu'on demande à quelqu'un un sujet? Est-ce que tu veux déjà te lancer sur un petit croquis vite fait et on va faire partager les gens, ce qui est quelque chose qui Alors, qui aurait... Ah, jeune homme a une idée? Oui? Là-bas? Je vois pas... Non, mademoiselle. J'avais pas vu la queue de cheval, vous étiez dans le noir, pardon. Un paysage. Un paysage. Mais oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire devant quel type de paysage? On va essayer de développer autour d'une même idée, ça te va? Alors, soit on reste vague comme ça, et moi je fais ce que je veux. Mais ok. Monsieur lève la main. Une plaine et une vallée entre les montagnes. C'est pas mal. Qui a l'idée d'un personnage masculin, féminin, fantastique, réel, Spirou? Stop, un poulet. On commence avec un poulet. Un poulet à apparence humaine hyper musclé. Est-ce que ça suffit? Stop, c'est parti. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On fera peut-être un autre truc juste après si on a le temps. C'est parti. Donc, alors, on va commencer simple. C'est-à-dire que là, moi, j'ai ma page blanche
Moi, en ma tête, j'ai une composition. Hein. Dès qu'on a parlé de ça, il y a quelque chose qui s'est fait. Donc, on va la faire de manière très très scolaire. Quand je parlais tout à l'heure de la règle des tiers, c'est-à-dire qu'en fait, on trace des diagonales sur son image. Je ne sais pas si vous le voyez très bien avec le bleu. Enfin, c'est pas grave. C'est bon, vous voyez ? Ok, nickel. Et en fait, sur les demi-diagonales, on va les partager en 3. Hein. Tac, 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 tac. Et en fait, les premiers tiers, on va les rejoindre avec un point. D'accord ? Voilà. Et en fait, sur ces points qui sont là, est-ce que vous voyez là ? Ouais. Il y a un rectangle à l'intérieur du grand rectangle. Voilà. Ça va, voilà. Okay. Et les points qui sont ici, c'est les points où va se tenir les points importants de l'image. Voilà. Donc là, on a parlé de. Donc il y a un personnage qui va être en avant-plan, c'est le fameux poulet à l'apparence humaine. Ça va être classe. Donc là, je vais le mettre en avant-plan et je vais le mettre sur cette diagonale-là. D'accord ? Et derrière, je vais mettre le paysage. Et je vais peut-être mettre sur l'autre diagonale, je sais pas moi, justement une grande montagne avec la vallée en contrebas. D'accord ? Donc ça part comme ça. Allons-y. Donc là, j'utilise traditionnellement le... Attends, je vais vous mettre un crayon papier un peu plus important. J'utilise le bleu parce que quand je scanne mes dessins, le bleu disparaît au scan. On scanne en noir et le bleu disparaît, il n'y a pas besoin de gommer parce que gommer, ça abîme toujours un peu l'ancrage. Mais là, c'est pas grave, on s'en fout, on va pas scanner. Et au moins, avec le crayon, vous allez voir un peu mieux. Je note que comme tous les grands, tu es gaucher. Ah oui, j'ai cette tare-là. On a essayé de m'apprendre à utiliser ma main droite, mais j'ai jamais voulu. Je dis ça parce que je suis gaucher, évidemment. Bon, je vais faire un coq, c'est plus rigolo. Hein. Pourquoi un coq serait plus rigolo qu'un poulet ? Parce que la crête, c'est plus rigolo. J'ai pas d'autres... C'est la liberté de l'artiste d'interpréter, d'avoir une marge de manœuvre. Comme tu me l'as appris, c'est un parti pris, quoi. Moi, j'appelle ça un parti pris. Alors, on est un peu plus badass, on va lui mettre une hache. Voilà. Alors, j'avais pas le droit de le faire sur Conan, parce qu'apparemment, ce serait pas le vrai Conan, mais on va lui mettre un slip en fourrure. Serait-ce Cocknan le barbare ? Pas mal, pas mal. Ça peut faire un bon titre. Ah, nous avons une question. Pardon ? Okay. Ah, mais pas tout, quand même. Laisse-lui un peu d'imagination. On va lui mettre des épaulières comme ça, puis on va lui mettre un torse musclé. Ça me rappelle une certaine statue qui est un étage en dessous. Voilà, puis on va lui mettre des bracelets de force, comme ça, tac. Ouais. Puis on va lui mettre une putain d'épée derrière. Vous enlèverez les gros mots par vous-même. Bon, J'espère que vous aurez le temps de faire un petit saut. À l'Expo Conan, il y a des originaux de Ronan que vous pourrez voir. Voilà. Et parmi d'autres dessinateurs de la collection. Dont j'avoue qu'il y a certains des originaux qui m'ont carrément mis une grosse claque, dont un qui me fait penser à Drouillet. On lui en a parlé, ça. Voilà. C'est c'est une coïncidence ou un cousinage artistique. Ouais, parce que j'ai jamais lu Drouillet, en fait. Même si je me suis fait traiter de petit con par lui en 2011. Il a traité tout le monde à peu près de ça, ouais. Mais de manière très sympathique. J'ai jamais. En fait, moi, je suis né en 84, la pleine époque de Métal Hurlant, et en fait, c'était pas du tout la came de mes parents, donc moi, je suis passé complètement à la trappe. Et puis, quand j'ai commencé à biberonner de la BD, fin des années 80, début des années 90, comme je disais tout à l'heure, c'était de la pure franco-belge, Schtroumpf et compagnie. Et j'y suis venu beaucoup plus sur le tard, mais au final, de fait, Drouillet n'était pas, enfin, faisait pas. J'avais vu plein d'autres trucs qui faisaient que Drouillet n'était pas ce que vers lequel j'allais naturellement, quoi. Voilà. Donc là, on a fait notre premier plan, d'accord, hein. Et là, on va travailler sur le paysage derrière-plan. Donc moi, généralement, je travaille par l'horizon. Donc on va faire une montagne qui va finir à pic en bas. On va faire une petite vallée avec une rivière, tac, tac. Et puis, on va faire des grandes falaises à pic comme ça, avec des forêts qui remontent sur les flancs. Voilà. On fait une ligne d'horizon avec des montagnes. Voilà.
Alors, on peut faire un petit château là, comme ça. Tac. Vous voyez, au cinéma, tout de suite, le budget avec le château, ça gonfle de quelques millions. En BD, Là, on dit pas possible. Déjà, le paysage de montagne, ça aurait été limite. Il aurait fallu trouver le spot, il aurait fallu aller en hélicoptère, voir lequel est bon. Ben, rapidement, les mecs auraient fait bon. Pour le budget, est-ce qu'on peut faire on peut faire dans une pièce, ce sera mieux. ou un petit poulailler sauvage. Voilà, une petite forteresse comme ça, tac. Voilà. Donc là, grosso modo, on est à la base du dessin. Alors, au début, quand j'apprenais à en faire, je l'appliquais systématiquement sur toutes mes cases. Et en fait, rapidement, quand on commence à voir la composition, ça devient naturellement et on le fait plus. Et en fait, j'essaie toujours, après coup, de refaire l'exercice. Je me rends compte que globalement, je tombe toujours juste. Donc au final, comme je disais tout à l'heure, ça rentre en fait. Mais il faut toujours prendre le recul, dire je me suis peut-être gouré là. Des fois, on n'est pas forcément juste, quoi. Donc là, une fois que le dessin est posé rapidement, comme vous voyez, moi je passe pas trop de temps sur mon crayonné. J'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus léger possible parce que moi, le vrai sens du dessin, il arrive à l'ancrage. C'est là où j'apporte toute la vie au dessin. Donc là, je commence. Alors généralement, j'utilise plutôt un pinceau et une plume. Là, j'ai utilisé un autre matériel que j'utilise dans Dédicace, qui est très bien aussi. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on repasse sur le... Enfin, on repasse, c'est pas vraiment juste, mais on repasse sur le crayon papier en lui apportant beaucoup plus de caractère. On va préciser tous les détails aussi. Voilà, c'est là aussi où, avec en l'occurrence le stylo pinceau, on apporte ce qu'on appelle les pleins et les déliés, ce qui va nous permettre de faire varier la taille des traits. On a toujours des traits beaucoup plus denses, beaucoup plus larges sous le personnage, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais le faire assez large comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a la lumière vient d'en haut. Donc là, on a une zone d'ombre naturelle. Je vais le faire les choses beaucoup plus fines face à la lumière, justement, parce que la zone est éclairée. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Le dessin, le crayonné, pour moi, s'apparente à la charpente d'une maison. Vous voyez une maison, vous ne voyez pas la charpente. Mais sans cette charpente, la maison se casse la figure. Donc, vous n'allez pas le voir, il peut disparaître, être gommé, et en même temps, tout le travail de création de l'architecte est déjà là. Le reste, quasiment, c'est des finitions avec toute la marge de manœuvre qu'il y a, mais tout est déjà principalement posé. Si on pousse pas trop son crayonné, ça permet de pas trop non plus s'ennuyer en encrant et de pouvoir réinventer, compléter, mettre les détails qu'on veut ou pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Carrément, c'est exactement ça. Hein. Alors là, j'utilise qu'un seul type d'outil qui a l'avantage un pinceau assez fin, mais qui a l'avantage de permettre de faire justement varier les traits. J'adore. Malheureusement, assez vite, je pense qu'il y aura plus d'encre. Je suis pas économe là-dessus, moi. Donc évidemment, c'est une étape de concentration généralement. Quand on est dans ces étapes-là, c'est toujours très studieux. Moi, j'aime bien mettre de la musique en fond et me concentrer sur le trait. Ou, comme ça m'arrive de plus souvent, parce que j'arrive à le faire, je mets des vidéos YouTube, par exemple, de YouTubeurs en fond. Comme ça, je me cultive en même temps que je dessine, ce qui est toujours intéressant. Donc c'est quand même un métier de solitaire, la bande dessinée. Toi, tu travailles en atelier ? Oui, tout à fait, je travaille en atelier. Moi, assez rapidement, j'avais commencé en solitaire et c'est vraiment pas terrible. Enfin, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Et rapidement, dès que j'ai pu, j'ai été chercher des ateliers. Donc j'en ai monté un en région parisienne quand j'y étais encore. Et puis quand j'ai déménagé en province, j'ai remonté ça avec les auteurs locaux. Donc en l'occurrence Julien Carrette, que je connaissais déjà, qui dessine le bourreau chez Delcourt, et qui est un super copain. Donc c'est volontairement, c'est très limité. Il y a un troisième larron qui va venir s'adjoindre à l'atelier sous peu. Et on en restera là, et c'est très bien. Là, on garde des ambiances faciles à gérer, où on se connaît bien. Est-ce qu'il y a des échanges ? J'imagine que oui, mais des échanges, des regards extérieurs. Est-ce que vous faites le même type de bande dessinée ? Alors oui, globalement, il se trouve qu'avec Julien, on est sur le même réglage.
On a tous les deux un style semi-réaliste, réaliste semi-réaliste, et son bourreau est du médiéval fantastique, donc voilà, globalement on a un peu les mêmes inspirations. Après, il se trouve que c'était purement coïncidence. Lui, il est en train de travailler sur un projet qui est du contemporain, où là, moi, je ne vais pas encore. Et Aurélien, qui va nous rejoindre, lui, il a un style extrêmement expressionniste. Il n'y a que lui qui a ça, qui est très, très noir, très torturé. Et lui, il a commencé avec de la BD horrifique chez Akilios, justement. Qui a une BD horrifique très, très bien troussée qui s'appelle Emprise. Ça y est, il commence à exister, on commence à avoir peur là. Alors, pour donner un peu de volume, hein, je vais mettre sa jambe qui est en arrière. Je vais mettre sa jambe qui est droite là, dans l'ombre. Tac. Et comme il a la jambe pliée, on va mettre aussi de l'ombre pour montrer le volume du dessin. Quelle est ta partie préférée? Découpage, crayonné, ancrage, couleur, un peu de tout? Un peu de tout, ouais, un peu de tout. Je dois avouer que, pour être tout à fait honnête, mes deux parties préférées, c'est le découpage et l'ancrage. Par contre, la couleur, souvent je freine un peu avant de m'y mettre, puis une fois que je suis dedans et que je suis dans la dynamique, j'y prends aussi quand même pas mal de plaisir. Mais ça a toujours été plus compliqué pour moi de trouver les ambiances. D'ailleurs, ma couleur a toujours été plus simple. Je fonctionne par contraste de lumière. Donc souvent, je vais choisir une ambiance dominante jaune, par exemple, avec des ombres violettes ou des choses comme ça, pour justement poser une ambiance très forte. Je suis pas à l'aise avec des couleurs extrêmement complexes, un peu trop réalistes. Justement, souvent, je trouve pas ça très narratif. Pourquoi ne pas avoir choisi, dans ce cas-là, un ou une coloriste? J'ai eu l'expérience d'avoir des coloristes sur 2 albums que j'ai fait chez Soleil. J'ai toujours été déçu par le résultat. Il y a quelques coloristes très très forts que je connais, mais qui sont débordés de travail, donc malheureusement, je pense que ça sera jamais possible. Donc j'aimerais bien moi un jour faire cette expérience-là, mais au final je me rends compte toujours que j'y prends du plaisir à cette étape-là au final, et que j'ai l'album tel que je le veux en fait. Donc je reste comme ça. Excuse-moi, au niveau du trait, est-ce que tu fais plutôt à l'ordinateur ou tu fais tout au crayon et puis à l'encre? Alors je fais mon storyboard comme on l'a vu de manière digitale. C'est plus facile pour corriger. Par contre, une fois que je passe à l'ancrage, je le fais sur papier. Mais ça, je m'y suis remis, on va dire, que depuis 1 an et demi à peu près. Kiradei, par exemple, la série que je fais chez Dargo, est entièrement faite, enfin l'ancrage est entièrement fait sur papier, alors que le Conan, là, j'étais encore en tout numérique. Je me sentais pas encore le courage de repasser sur le papier, avec toutes les accidents que ça pouvait amener, et puis le calvaire de devoir refaire une page si on se gourre. Mais c'est justement là où le warm-up ou l'échauffement du matin est intéressant, c'est-à-dire qu'en testant des techniques, on finit par y être à l'aise, et justement finir par aborder cette étape-là de manière tout à fait confiante. J'ai tendance, moi, je suis comme toi en fait. Moi, j'ai fait mes premiers albums entièrement en numérique. Et plus ça avance, plus j'ai des étapes sur papier et avec l'envie de retrouver la vraie planche, pas parfaite, parce qu'une planche parfaite, ça n'existe pas. Mais j'ai la sensation que c'est un peu comme les petits trous d'un vélo. Au début, on apprend le vélo, on se met des petits trous, c'est rassurant. Ça, c'est l'ancrage digital. On peut aller en arrière, on peut recommencer, et puis ça peut devenir laborieux. Mais il y a quand même un moment où je pense qu'il faut lâcher les petits trous de vélo. Et les premiers coups de pédale sont un peu hasardeux, on a un peu peur, mais quelque part, c'est une étape un peu obligatoire pour se dire, c'est bon, je peux le faire, je vais y arriver, je vais peut-être ramer au début, enfin plutôt pédaler. Mais l'idée, c'est ça. Exactement, et puis après on commence à être à l'aise en fonction des techniques. Moi par exemple, une technique auquel j'ai énormément de mal à aller parce qu'elle me fait peur et parce que je me sens pas à l'aise, c'est le Posca, alors que Laurent est un maître absolu en Posca. C'est incroyable ce que tu fais. Merci. Donc le Posca, pour ceux qui connaissent pas, c'est un feutre très marquant qu'on retrouve en plusieurs couleurs. Moi, je l'utilise en blanc principalement pour faire mes réaux de blanc, pour mes corrections, des corrections, ou rajouter des détails que j'ai gommés à l'ancrage et au final que je souhaite révéler.
Mais faire tout ça, faire une illustration en full couleur là-dessus, là je ne peux pas. Alors, moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné chez les dessinateurs, mais que j'adore. Moi qui ne suis pas dessinateur, qui ne suis qu'un simple lecteur, à chaque fois je me dis ah bah c'est bon, il a fini. À chaque fois on va s'apercevoir que non, il peaufine chaque petit détail pour rendre finalement cette créature encore plus réelle. Encore, on pourrait y passer des heures et des heures. Donc là, voilà, on est sur un premier plan qui est ancré, hein, voilà, globalement. Et puis après, on va aller se traiter l'arrière-plan de manière beaucoup plus légère. Et là, pour jouer le père Fouras et mettre du temps, on approche tout doucement, mais non, assez proche de la fin de cette intervention. Donc on est dans les toutes dernières minutes. Alors je vais passer un papier pour éviter de tâcher, et puis parce que malheureusement je suis gaucher, normalement j'aurais dû commencer en haut à droite, mais je voulais vous montrer là, comment l'image prenait vie. Moi je suis ravi qu'il soit gaucher parce que ça permet aussi, vu comment il est placé à ma gauche, pendant qu'il répond au téléphone, je vais meubler avec une fable de La Fontaine. Donc. Évidemment, j'ai en fait une interview... Alors pardon, excusez-moi. Alors c'est sa maman, elle dit « Tout va bien, Ronan ? Les gens, y a-t-il du monde qui te regarde ? C'est ça. Maman, laisse-moi... » Je rigole pas, parce que c'est pas le cas, mais ça a été il y a 2 semaines, voilà. Moi j'éteins mon téléphone, je connais la mienne, et ma femme en plus. Non, mais comme on est très sollicité sur ces salons avec des interviews dans tous les sens, et on est appelé et harcelé par les attachés de presse pour être à l'heure sur les rendez-vous. Si on décroche pas, on se fait violemment... Ça sera dit et répété aux attachés de presse. Oh ça, on les connaît bien, on les adore même. Alors on peut imaginer un cousin de Conan qui luttait contre les végans de la proto-préhistoire et qui... c'est ça, non ? Cockman, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ouais, enfin oui. Fais-nous rêver. En même temps, c'est un poulet qui n'aime pas qu'on on mange lui et ses semblables. Donc c'est plutôt super vegan qui lutte contre les carnivores. Il combat les blancs-becs. C'est ça. Voilà. Suivant la vitesse où Ronan passe son feutre, quand il survole, le trait est fin. Quand il écrase, forcément, ça met beaucoup d'encre. Quand il ralentit son geste, il y a plus d'encre à sortir. On a un débit plus noir. Quand il accélère, c'est la technique dite du pinceau sec. Donc on peut avoir des matières type au loin, avec un seul coup de crayon, donner l'illusion de peut-être de la pierre, de la terre, de poussière. On peut faire plein de choses avec ces outils. Ça devient assez instinctif au final. C'est ça, exactement. C'est ça, je fais vraiment à l'instinct, comme je le sens, en fonction de l'image telle qu'elle prend du corps. Peut-être profiter des tout derniers instants, savoir s'il restait des questions. Oui. Ah, le premier a demandé, c'est malin en même temps. Le problème, c'est que ça fait autant de frustrés pour un seul grand gagnant du loto, je sais pas. Moi j'ai une question, est-ce que vous êtes une seule et même classe ? Ah ça va faciliter les choses. Vous auriez été une seule et même classe, j'aurais donné la classe. Sinon, on va déchirer le dessin en autant de classes. Vous êtes du même établissement ? Voilà. Pour le... Alors... Très bien, bonne idée, très bien, le club lecture. Et on applaudit Ronan pour lui dire merci.